À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable ? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite ? Qu'est-ce qui te fait le plus douter ? À ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé ? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personnalité, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste ou un congénère podcasteur, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Eh bien, si on est bon, on est bon. Ouais, Parfait. carrément. Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Aléatoire, qui en plus de ça est le 10e épisode d'Aléatoire. Donc c'était un de mes premiers objectifs, donc vraiment je suis très 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 heureux. D'ailleurs, à ce sujet, j'aurai une annonce à vous faire en fin d'épisode. Et pour ce 10e épisode, je ne pouvais recevoir qu'une numéro 10. Hein. Oh, je suis flattée. Bien que je pense que tous les invités d'Aléatoire peuvent être catégorisés comme des numéros 10, mais en ce qui la concerne, ça lui va particulièrement bien quand on sait l'affection qu'elle porte à un des rappeurs qui a popularisé ce terme, en tout cas. Maureen Lepers, bonsoir. Bonsoir. Très contente de te recevoir. On se connaît depuis un certain temps via la radio. Encore une invitée liée à la radio. Meilleur bastion. C'est ça, exactement. Meilleur bastion de personnes qui ont des choses à dire. D'islamo-gauchistes un peu énervés. Et de personnes qui ont des choses à dire derrière le micro. Donc, à la radio, tu as été dans tu as créé différentes émissions. Ouais. Tu as eu Le Placard, qui a été l'émission LGBT de Radio Campus Paris. Exactement, où j'étais là. Pendant 3-4 ans, c'est ça à peu près ? Ouais, mais alors nous, la bande avec qui j'ai fait Le Placard, on n'a pas été là pendant 3-4 ans. Ça a été un peu moins long. Et après, il y a une autre équipe qui a pris l'émission. D'accord. Et donc, j'étais dans la team originelle. Bah, Maintenant, c'est le lobby. Oui, c'est le lobby, oui, c'est ça. Oui. Ils avaient changé de nom et tout. C'est... Pardon. Tu as aussi eu un format court qui s'appelait Itzal sur les plaisirs coupables en musique des gens. Les chansons de la honte et le rapport qu'on a... Le rapport ou le rappeur ? Le rapport qu'on a aux chansons de la honte, en général. Et c'était un format que j'aimais bien. J'aurais bien aimé que ça continue plus longtemps, mais life happens des fois. Life goes on. Et c'était vraiment cool de faire parler les gens d'eux à travers les musiques un peu cachées de leur playlist Spotify. C'était vraiment stylé. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir quel est mon morceau de la honte, vous pouvez retrouver l'épisode. Il est toujours en ligne. Il est toujours en ligne. Je pense que c'est pas super simple de retrouver, mais on peut retrouver. Ouais, non, mais même Itzal est sur Spotify même. Itzal est sur Spotify. Alors, vous pouvez retrouver mon morceau honteux juste après l'écoute de cet épisode d'Aléatoire. Et avant Itzal, t'avais Je zappe et je mate, donc sur les représentations à la dans télé. La télé-réalité, Là, je travaille sur les enjeux socioculturels de la télé-réalité. Donc, qu'est-ce que la télé-réalité quel sexisme, par exemple, produit la télé-réalité ? Quel type de représentation raciste on peut trouver ? Pourquoi, The Voice, comment, etc. Voilà. Donc, j'ai analysé plein d'émissions différentes. Ça allait de The Voice à Top Chef, en passant par des trucs beaucoup plus honteux, type Les Princes de l'amour, ce genre de trucs. Pascal le grand frère. J'ai fait des clips aussi. Et j'ai fait quelques clips aussi, un clip de Gims, le clip de Caméléon, il me semble, et puis j'ai fait un clip de Big Flo et Oli sur où il disait que les violences conjugales, c'était pas grave. Voilà. Ouais, c'est ça. Elle aurait dû. Et t'avais fait aussi, je me souviens, Vianney. Ouais, exactement. C'était un des premiers, sur 6 mois aimez-toi. Et, c'est ça, oui. Le racisme un peu intégré de ses paroles. Exactement, ouais. Alors, à côté de ça, t'es surtout docteur en cinéma. Surtout, je sais pas, mais je suis docteur. Je sais pas si ça sert pas à grand chose dans la vie. Par rapport au fait que je sais pas faire de massage cardiaque, ce genre de truc. Mais oui, j'ai soutenu une thèse. T'as soutenu une thèse donc sur la représentation de Katrina dans le cinéma américain. Exactement. Donc Katrina étant un ouragan et non pas une personne. C'est ça, l'ouragan Katrina. J'ai travaillé sur cet ouragan qui a tapé la Louisiane en 2005, notamment la Nouvelle-Orléans. C'est pas 2004 ? Ah non, c'est complètement 2005. Août 2005. Oui, non, t'as raison, oui, c'est 2005. Et voilà, et donc comment on représente une catastrophe et naturelle et socio-culturelle et politique dans les films, les séries et tout et tout.
Ok, très bien. C'était très cool à faire. D'ailleurs, avec tes collègues de Paris 3, où donc, tu as eu ta thèse, tu avais créé aussi Balance ton clip. Oui. Qui était un collectif qui organisait des soirées pour mon Dieu, mais j'ai fait vraiment beaucoup de choses. T'as fait plein de choses. Hein. Waouh. Le bilan, on n'a même pas commencé à poser les questions. Je suis déjà en pleine introspection de mes activités. Parfait. C'est formidable. Ouais, on avait créé Balance ton clip avec des potes de la fac qui étaient ou docteurs ou thésardes à l'époque. Et on était une asso, on faisait de l'analyse de clips un peu sur un mode d'éducation populaire où on faisait des trucs au hasard ludique ou alors on faisait des trucs dans un bar à Châtelet. C'est ça. Et en fait, on thématisait des clips et de l'analyse en faisant parler les gens et tout. Voilà, c'était assez stylé, j'ai appris plein de choses. Vous aviez fait des striptease. Ouais, on a fait tout un truc sur les corps des femmes et dans les strip clubs. On a fait des trucs sur le rap blanc. Ouais. On a fait sur les espaces sociaux. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait des trucs sur le rap et la post-colonialité, probablement. Enfin, voilà, plein de choses. Le tout premier, qui n'était pas encore dans un bar ni à la Gaîté Lyrique, qui était à Paris 3, dans un amphithéâtre. C'était sur la violence des femmes. Exactement, la représentation de la violence des femmes et de la colère des femmes. Ça n'existe plus du tout, là. Il n'y aura plus jamais rien avec... En fait, on s'est arrêté pour plein de raisons. Déjà parce que le confinement nous a un peu mis dedans. Parce qu'on faisait des rencontres publiques dans des lieux où on buvait de l'alcool, etc. Donc, du coup, confinement a fait qu'on était privés de lieux. Okay. Et puis après, on s'est retrouvés toutes plus ou moins prises dans des activités compliquées, du type fin de thèse, grève, révolution de l'enseignement supérieur, ce genre de trucs. Okay. Ça fait qu'on a perdu beaucoup d'énergie à défendre des trucs ou à finir des projets, et à Balance ton clip, on n'avait plus trop le temps. Ouais. Et puis, on a essayé de se relancer à un moment, mais on a pris le deuxième confinement sur la tronche, alors qu'on avait commencé à prévoir des trucs, donc ça nous a un peu déprimés. Et ensuite, on a essayé de lancer un podcast, mais pareil, on a manqué de temps, etc. Donc, on a fait 2 épisodes qui sont plutôt pas mal, compte tenu des conditions très amateurs dans lesquelles on enregistrait. Donc je pense qu'on a fait un bon boulot compte tenu des moyens qu'on avait, mais on n'a pas pu continuer, quoi. Okay. Et là maintenant, il faut qu'on se rende à l'évidence, on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc voilà. Mais c'était une chouette aventure, en tout cas. Très bien. Et dernière chose, tu viens de lancer Blabla Broderie. Oui. Voilà. Mon Dieu, mais tu es très renseigné. Ah ben oh. J'ai vu Thierry Ardisson, il a dit faut tout connaître de son invité quand tu le vois. Alors, moi, comme c'est une des personnes auxquelles j'aspire ressembler. Bien sûr, un modèle de vie. Vraiment quelqu'un qui du coup, je me donc Blabla Broderie où tu vends donc des t-shirts avec des phrases cultes. Ouais, exactement. C'est avec une copine, une ancienne de Balance ton clip d'ailleurs, qu'on a lancé ça. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un truc un peu manuel. Et de capitaliser sur mes capacités de crafting. Ouais. Donc du coup, on a lancé ça où on fait des broderies un peu mi-politique, mi-drôle. Voilà, on n'est pas on n'est pas sur un truc de We Shall All Be féministe à 300 balles de Dior, mais un peu quand même. Parce que vous enlevez un 0 et vous avez le prix d'un t-shirt de la broderie, à peu près. Bon, écoute, je crois que le tour des présentations a été fait. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et piocher la première question. Qui sera... Y a-t-il quelqu'un que tu sais imiter ? Non. Ça, même pas. Genre, à part mon frère quand il est très énervé dans sa cuisine, mais je pense que ça va intéresser absolument personne. C'est ça, c'est que pour le coup, c'est donc non, vraiment, j'ai pas du tout de talent d'imitation. C'est un public très très niche. Exactement. Qui est résumé à ma famille, quoi. C'est ça. Je pense que ta famille. Donc je ne peux pas imiter de gens. Je suis vraiment désolée. Si tu réponds à toutes les questions comme ça, dans 5 minutes, dans 5 minutes, c'est terminé. Merci, bonsoir. Jusqu'à quel point aimes-tu prendre des risques ? Oh, waouh. Alors, ça dépend quel risque. Mais je suis quand même quelqu'un de plutôt aventureuse, je dirais. Mais il faut quand même pas trop pousser mémé dans les orties. D'accord. Je m'explique. Je pense qu'il y a 4 ans, j'aurais répondu à cette question comme un bélier ascendant lion que je suis, à savoir, pas de problème, je n'ai pas peur, etc.
Puis, la vie est arrivée, le confinement est arrivé, la fin de thèse est arrivée, l'épuisement généralisé est arrivé. Et du coup, je pense que j'ai appris maintenant à un peu moins me foutre dans la sauce gratuitement et pour le plaisir de se faire mal. Donc, probablement que j'ai grandi et que je suis un peu plus raisonnée, mais que pendant très longtemps, j'ai été vraiment très, très fonceuse et je me posais pas trop la question de où j'allais, ce que je faisais, etc. Après, je reste quand même quelqu'un d'assez... bien que je sois ce qu'on peut appeler une intellectuelle, au sens où j'aime bien réfléchir. Tu as un doctorat. Au sens où je suis docteur, ça ne sert à rien, mais je suis docteur. Malgré tout, j'ai un côté un peu agis d'abord, pose tes questions ensuite, ce qui fait que je pense que je me mets facilement en danger, mais pas en danger de mort. Tu vois, on n'est pas sur un bail de Lara Croft, etc. Tu te mets pas en danger physiquement, mais tu te mets je pense que je me mets facilement en danger un peu psychologiquement. Et du coup, ce serait le type de risque que je prends. Enfin, j'ai autant physiquement, je pense que j'ai un respect de moi-même et de mon intégrité. Et que, voilà, je vais pas essayer de courir un marathon parce que je n'ai pas les capacités de courir un marathon ou de m'engager dans la guerre en Ukraine, rapport au fait que je sais pas tenir un pistolet ou ce genre de truc. Donc peut-être qu'un jour il faudra apprendre, mais peut-être. Pour l'instant, pas encore. Donc on verra. Mais intellectuellement, en tout cas, je me mets facilement un peu en danger ou psychologiquement, ce genre de truc. Quoi. Voilà. Pleures-tu facilement ? Oh oui. Oh oui. Je suis une chialeuse de ouf. Mais en plus, quand j'étais gamine, pas du tout. Genre, j'avais vraiment une sorte de... j'avais une sorte de cœur de pierre et c'était un truc dont je tirais beaucoup d'orgueil. Je ne pleure pas. Genre, vraiment, je trouve ça ridicule. Les gens qui ont pleuré devant Titanic, etc. Moi, je ne pleure pas. Et je sais pas ce qui s'est passé. La puberté, probablement. Oui. Et, les hormones en général, mais maintenant je chiale devant tout, d'accord. Mais genre, je chiale, mais moi je chiale dans Les Princes de l'amour, tu vois, il y a pas j'ai pas un truc, je vois que c'est de la merde, je vais pleurer quand même, enfin effectivement non, j'ai une capacité à verser des larmes gratuitement qui est assez effrayante. Et moi-même, ça me gêne un peu, tu vois. Je comprends, oui. mais au moins, parce que vraiment, ces moments où tu te retrouves chez toi, seul, à boire du thé ou du chocolat chaud et à pleurer devant les reines du shopping ou ce genre de trucs, c'est des moments de solitude un peu intenses, quoi. Tu te dis, je vais pas pouvoir le partager avec tout le monde. Déjà, je ne peux pas en parler parce que c'est la honte. Et en plus, qu'est-ce que ça dit de moi, quoi, cette capacité à me mettre à pleurer parce que cette personne n'a pas trouvé les bonnes chaussures. Parce que Christina Cordula est pas contente. Alors pas parce qu'elle est pas contente, mais voilà, la fille est un peu émue, par exemple, bim, je me mets à chialer. D'accord, c'est un peu gênant. Putain, mais toi, les vidéos émotions sur les chiens qui ont retrouvé leur maître sur Facebook, exactement, ça doit être... Oui. Je ne pleure pas là-dessus. Je ne les regarde pas d'ailleurs. Oui, c'est ça. J'évite. C'est parce que... bah voilà, je garde un peu mon énergie pour les choses. Faut pas se déshydrater non plus, quoi. On va éviter. Dans 40 ans, qu'est-ce qui te ferait dire que tu as réussi ta vie ? Alors attends, je fais un rapide calcul de l'âge que j'ai maintenant. Donc j'aurai 73 ans dans 40 ans. Si j'aimerais bien dans 40 ans avoir une carrière littéraire, ce serait vraiment bien. Ok. Genre avoir écrit des livres de fiction qui ont compté pour les gens, ce serait vraiment stylé. Ok. Parce que donc en plus de tout ce qu'on a dit sur toi en introduction, tu écris aussi. Ouais. Bah, c'est même mon projet A en ce moment depuis que la thèse est terminée. En fait, c'est un truc. Enfin, j'écris moi depuis que très longtemps. Tous les gens qui écrivent, j'écris depuis mes 8 ans et demi. J'écrivais pas des trucs. Moi aussi, bien j'ai vu des interviews de rappeurs sur Click. Je sais qu'ils mentent. Ou on peut écrire depuis tes 8 ans et demi, c'est très bien, mais ne me montre pas ce que tu écris, c'est de la merde. Voilà. Donc, mais bon, ça fait longtemps que je veux écrire de la fiction de façon un peu sérieuse et professionnelle. Et juste, à la fois, j'avais pas l'impression que c'était vraiment possible. Que ça me semblait être un truc un peu réservé à une sorte d'élite ou de gens élus, quoi. Et puis en plus, après, finalement, toute cette envie-là d'écriture, elle s'est un peu déplacée. C'est devenu la thèse, les publications scientifiques, etc. Ça a été un apprentissage de ouf parce que ça apprend ce que c'est que
un texte, comment on construit un texte, comment on produit un texte, etc. Comment on écrit vite et tout. Comment on se documente aussi. Donc, ça a été vraiment une vraie bonne école. Mais maintenant, c'est des compétences que j'aimerais mettre à profit de ce qui m'a toujours le plus intéressé, en fait. Sur de la fiction. Et donc, du coup, là, c'est en cours. Bon, j'ai 2 romans en cours. Ok, dont un qui peut-être va se concrétiser. Donc, ce serait vraiment stylé. Mais ouais, dans 30-40 ans, j'aimerais bien que ça ait pu devenir mon métier, quoi. Ok, d'accord. Et t'écris dans quel genre, s'il y a un genre Alors là, j'ai commencé le truc, mon projet AA, qui est mon projet de cœur et tout ça, c'est un roman de SF. Ok. Qui s'appelle Take On Me. Non, pas du tout. Je sais pas, comme c'est le projet AA. C'est une très bonne vanne, mais il ne s'appelle pas Take On Me. Il n'a pas de titre encore pour l'instant. Oui, puis bon. Et c'est plus ou moins une réécriture de conte, mais pas un mode trop débile. Ok. Au départ, j'ai répondu à un appel à projet que j'ai trouvé sur Internet, c'était censé être un truc un peu nul et un peu court. Et en fait, je me suis prise au jeu et maintenant, c'est devenu un truc très sérieux. Donc ça, c'est mon projet un peu A. C'est un truc de SF post-apocalyptique. Avec un peu de fantaisie, quoi. Et puis et mon projet B, qui est un projet là plus de commande, en tout cas qui pourrait devenir un projet de commande, c'est un projet jeunesse et jeunesse young adulte, quoi. Et c'est c'est l'histoire d'une candidate de télé-réalité. Et donc son apprentissage d'elle-même et des relations amoureuses, en fait, à travers ces dispositifs de télé-réalité là, quoi. Donc c'est peut-être le truc qui va me lancer, donc c'est à la fois très excitant et un peu effrayant. Espérons-le. Mais c'est stylé, voilà. Très bien. Oh putain, c'est parfait. Cette question est parfaite pour toi. Ah bon ? D'habitude, en plus, c'est une question qui est déjà beaucoup sortie, donc d'habitude, ça peut m'arriver d'en écarter quand je trouve qu'elles sont trop sorties récemment. Mais celle-ci, pour toi, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé selon toi ? Ah ! Oh waouh. Plusieurs trucs. Déjà, moi, j'aimerais bien une espèce de télé-réalité avec que des rappeurs français, ce serait vraiment trop bien. Genre une espèce de... Tu veux qu'ils se tapent dessus de Jersey Shore. Ou un truc un peu genre Nouvelle Star avec un jury, ce serait trop stylé. Ce serait vraiment très marrant. Après... Je crois qu'il y a un truc en préparation sur Netflix, un peu comme ça. Ouais, c'est fort possible. Ouais. Parce que c'est tellement étonnant que ça n'ait pas été fait encore. Mais après, ce serait vraiment cool aussi de les avoir dans une villa qui se clash, etc. Un peu en mode marseillais, tu vois. Ce serait vraiment, vraiment très, très drôle. Enfin, j'aimerais bien voir un peu les alliances qui se créent et... bref. Mais bon, ça, c'est public de niche, tu vois. Oui. Enfin, moi, ça me ferait rire, mais je suis pas sûre que TF1 achèterait ça. Après, en vrai, ce serait cool. C'est étonnant qu'il n'y ait pas encore eu plus de trucs sur tous les machins un peu de beurisation, etc. Donc type des téléréalités avec des livreurs Deliveroo, genre une espèce de compétition de livraison, ce genre de trucs, etc. Je suis étonnée que la télé se soit pas encore lancée là-dedans, parce que je vois bien M6 produire ça. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une époque où il y a patron incognito, donc ce truc où des patrons se déguisent en pauvres pour aller infiltrer leurs propres entreprises, leur propre boîte, et voir si les employés travaillent bien. Enfin, je veux dire, on est à un niveau de cynisme néolibéral, voilà. Donc, je me demande à quand la compétition de livreurs Amazon, tu vois, ou à quand la compétition de livreurs Uber Eats. Ouais, mais ce qui devrait être créé, on peut être étonné que ça n'ait pas encore été créé, mais est-ce que ça devrait être créé ? Ça dépend. Devrait. Moi, je pense, pour voir un peu jusqu'où la télé est prête à aller, quoi. En vrai. Après, aussi, je suis étonnée qu'il n'y ait pas encore de trucs du genre... parce qu'on fait beaucoup d'émissions de survie. On aime bien, genre les Koh-Lanta, les Pékin Express, etc. Toutes les émissions où on est supposément en galère et tout. Je me demande quand est-ce qu'on va avoir des trucs du genre survivre en zone de guerre ou ce genre de trucs. Parce que y a eu des émissions... genre Force Spéciale Expérience, je sais pas si t'as croisé ça. C'est des gens normaux, toi, moi, les gens de la vie en général. Et ces gens, ils décident d'aller faire l'entraînement des forces spéciales. Donc ça dure 40 jours. Et bien sûr, ils en chient. Ils sont là, c'est dur, frère. C'est les forces spéciales. Genre, c'est leur métier. Ces gens, ils font une formation pour en chier et pour te défendre en cas de conflit majeur. Tu vois. L'idée, c'est de construire un tank humain. Donc,
Donc les gens, ils sont là, oui, moi j'aime bien me challenger, j'aime bien repousser mes limites, et du coup je vais faire l'entraînement des forces spéciales, alors que le seul truc de défi que j'ai fait, c'est faire un marathon, tu vois. Donc bien sûr que les gens, ils en chient. Et je me dis, pourquoi on ne pousse pas encore ce truc de la mise en danger et du simulacre militaire, genre simulant un champ de guerre, tu vois. Et je me dis que la télé perd quelque chose. On devrait y aller là-dedans. Je suis sûre que ça marcherait de ouf. Oui, je suis persuadée que c'est une très bonne idée. Ah non, je dis pas que c'est une bonne idée, mais je veux dire, les reines du shopping, c'était pas une bonne idée, et pourtant ça existe, tu vois. Et en tout cas, c'est des programmes qui, à mon avis, seraient vendeurs. Genre, vraiment, j'ai des idées. TF1, M6. Appelez-moi, je peux vous pitcher plein de trucs. Après, je fais comme si j'étais choqué, mais en fait, j'ai déjà répondu du coup à cette question, vu qu'elle est sortie assez souvent. Moi, mon idée d'émission, c'est de foutre des gens sur des vieux bateaux, des vieux voiliers, dire il y a un trésor. Et de faire une émission une télé-réalité pirate, où les gens ont le droit de se saboter, de couler le bateau du voisin, ce qui en fait serait pas beaucoup plus safe, beaucoup plus c'est-à-dire sécurisé que le message politique que ça envoie, c'est ça serait pas beaucoup mieux que mais j'aime bien aussi. Que la on zone pourrait faire de des guerre. Émissions de diffamation aussi, genre des émissions où est-ce que tu... Ça s'appelle pas Touche pas à mon poste, ça? Ah bah non, parce que Touche pas à mon poste, c'est un truc de débat. Mais là, de débat avec 25 000 guillemets. Mais non, on pourrait faire une émission sur est-ce que je dénonce mes voisins, du genre mes voisins, je sais que par exemple ils font du bruit après telle heure, du coup est-ce que je les dénonce ou pas, ou ce genre de truc. Ça marcherait de ouf aussi sur TF1, ça marcherait trop. Ça rappellerait des heures un peu sombres, je pense. Mais bien sûr, mais on vit dans un monde qui est pas très lumineux. Hein, aimerais-tu savoir quelque chose sur ta vie future? Non. Non. Bah non, parce que j'ai beaucoup vu l'effet papillon avec Ashton Kutcher quand j'étais ado, et du coup je sais que c'est pas super de connaître son futur et tout. Et puis je pense que ce qui nous tient un peu debout, c'est le fait de pas savoir, et on a envie de découvrir qui on va être et où on va aller, etc. Donc peut-être que savoir, ça gâcherait un peu le plaisir. Mais toi, t'aimerais bien savoir un truc sur ton futur, pour le coup? Non, je pense pas. Non. Ça me ferait trop peur en plus. En plus, je suis j'arrive même pas à me projeter plus loin que dans 3 mois. Oui, déjà, on va aller au bout de ces droits au chômage, après on verra. Dans ma vie de tous les jours, je me projette pas plus loin que dans 3 mois, donc... Moi, j'essaye de me projeter, mais en fait, l'expérience apprend aussi que, en général, ce qu'on prévoit marche pas tellement. Du coup... Et puis, je trouve qu'on change beaucoup. Enfin, là, je vois, en 5 ans, un peu plus maintenant, 5-6 ans, quoi, j'ai tellement changé, même déjà intimement, etc. Bien sûr, on grandit, mais politiquement, etc. Je suis plus du tout la même personne. Et du coup, je pense que si j'avais su il y a 5-6 ans la personne que j'allais devenir, ça m'aurait un peu effrayée, et probablement que ça m'aurait empêché de devenir cette personne énervée. Il y a ça aussi dans cette question, c'est à quel point en fait t'as ensuite une marge de manœuvre pour aller dans cette direction ou l'éviter. Et je pense que le fait de pas du tout savoir et d'être restée très étrangère très longtemps à plein d'enjeux qui me tiennent à cœur maintenant, d'enjeux de genre, d'égalité raciale, etc. Je pense que si j'avais su ça, probablement que ça m'aurait un peu freinée, parce que il y a 5-6 ans, c'était des questions que je considérais comme étant pas très importantes, ce qui me semble absurde maintenant. Mais donc j'aurais rejeté en bloc, j'aurais eu l'impression de devenir d'être devenue une espèce de caricature de choses que je conspuais à l'époque. D'accord. Et je suis devenue. Les gens changent. Les gens changent, exactement. Donc du coup, j'ai pas tellement envie de savoir si dans 5-6 ans je voterai Zemmour, tu vois, par exemple. Non, c'est peu probable, mais on sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. On a déjà vu des gens du Social Justice Warrior Game virer leur cutie et devenir des gens du Fav Game. Donc, est-ce que j'aurais envie de savoir si je me suis mariée et j'habite en zone 8000 avec... En zone 8000 ouais, tu sais, les zones de Paris, 8000.
Enfin, moi, les zones 8000, c'est au-delà du RER. Parce que je suis vraiment une Parisienne très centralisée. Et je suis désolée. Enfin, vraiment, je lutte contre moi-même. Mais voilà. Et une de mes grandes angoisses, c'est d'habiter dans un pavillon qu'on trouve dans Maison à vendre, tu vois, ce genre de truc. Oui, je vois très bien, ouais. Et donc, je me dis peut-être que dans 5 ans, 6 ans, ce sera ma vie et j'ai pas envie de savoir. Non, mais après, je pense que quand ce genre de choses, quand c'est tes angoisses, ça peut difficilement t'arriver, en fait. Ouais, et puis j'ai tout un bastion d'amis qui m'ont dit qu'on te laissera pas partir. C'est ça, ouais. En zone 8000, marié à un mec un peu bedonnant, nul, avec des enfants qui travaillent pas à l'école. Et un labrador qui sent le chien mouillé. Évidemment. Faut pas refaire la... Ah bah tiens, tu te réveilles après 100 ans de cryogénie. Quelle est la première question que tu poses ? Est-ce que Booba a été cryogénisé aussi ? Oh, c'est pas possible. Est-ce qu'on est dans un monde post-Booba ou pas ? C'est le premier truc que je veux savoir. Non, quand même. Probablement que ça me traverserait l'esprit, mais j'en sais rien. Est-ce que tout le monde est encore vivant ? Est-ce que la Terre a explosé ? Est-ce qu'il y a encore des humains sur cette Terre ? Est-ce que Poutine est décédé, par exemple ? C'est une question en ce moment qu'on se pose beaucoup. Dans 100 ans, il y a des chances, sauf s'il est cryogénisé. Bah ouais. Enfin, je veux dire, si moi, dans 100 ans, je suis encore vivante, Poutine probablement aussi. Hein. Tu te réveilles de cryogénie. Oui. Ouais, mais si tu as eu accès à la technologie qui permet de te cryogéniser, voilà, c'est que Poutine l'a depuis 15 ans. Voilà. Donc, au moins, Obama. Ouais, est-ce qu'il y a encore des frontières dans le monde ? Quelles sont ces frontières d'ailleurs ? Est-ce qu'on s'est replié ou est-ce qu'on s'est ouvert ? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau ? Probablement j'aurais soif. Ce serait un peu vertigineux, hein. Je pense que. Je pense que peut-être que même j'aurais pas de questions du tout, je serais juste un peu choquée. Oui. Mais quand même, est-ce que Booba est vivant ? Ça m'intéresserait. Ça sera important. Parce que si Poutine a eu cette technologie, est-ce que Booba l'a eu ? Est-ce que Booba l'a eu ? Exactement. Parce que Booba là, il veut partir dans l'espace et tout ça. Ah oui ? Donc, bah oui, bien sûr. Je n'avais pas vu. Non, mais il fait n'importe quoi. Donc, à un moment, il va vouloir aller dans l'espace. Ça veut dire que si on peut se cryogéniser, probablement que ça va l'intéresser aussi. Très bien. Ouais. Non, mais... Pourquoi toi, tu voudrais pas savoir si Booba il est toujours vivant ? C'est pas la première chose à laquelle je penserais. Enfin, je l'aime. Enfin, aujourd'hui, j'ai du mal à dire que je l'aime beaucoup quand même, parce que je trouve qu'il a un peu trop dérapé. Mais non, je pense que je demanderais... en fait, déjà, je demanderais est-ce qu'on a réussi à ralentir la catastrophe climatique. Ok. Je pense que je demanderais est-ce qu'on a continué à merder ou est-ce que là, il y a un truc qui est à peu près stable, en fait. Ok. Ah oui, toi, t'es tout de suite sur les vrais gros enjeux, quoi. Après, je pense que le verre d'eau, c'est aussi une bonne réponse. Hein. Ou alors, est-ce qu'on a toujours le droit de consommer de l'alcool ? Ok. Peut-être que je demanderais ça aussi. Est-ce que je peux prendre une bière ou il y a quoi comme drogue aujourd'hui ? C'est ça, ouais. À quoi on se shoot, en fait Sachant que normalement, une société idéale n'a pas besoin de genre de... N'a pas besoin de drogue ? Bah, si elle est idéale... on se drogue pas forcément pour se sentir mieux. Non ? Déjà, j'ai peu d'expérience en drogue en général, donc vraiment, je parle d'un point de vue... moi non plus, mais enfin, on appelle ça quand même les paradis artificiels, donc si tu vis dans un paradis... Mais... je sais pas. Faut voir. Le paradis est très angoissant, et moi, je pense que dans une société idéale, il y a de la drogue. C'est pour ça qu'elle est idéale, d'ailleurs. Genre, c'est pas un palliatif, c'est juste... c'est un truc que tu peux prendre pour kiffer. Ouais. Bah écoute, on verra quand la société sera idéale. Donc, on a un peu de drogue. Quand on sera réveillé. C'est ça. Si tu pouvais avoir le rôle principal d'un biopic, qui aimerais-tu incarner ? Oh, waouh. Tu as jamais pensé à ça ? Non. Le rôle principal d'un biopic ? Alors, attends. C'est une question intéressante. J'en sais rien du tout. De façon internationale, ça peut être tout le monde. Oui.
peut-être une autrice de science-fiction qui s'appelle Ursula K. Le Guin. Ok. Et qui est une autrice que j'adore et qui était aussi une intellectuelle incroyable. Elle a écrit des choses vraiment sublimes. Elle a écrit notamment un truc qui s'appelle Terre-Mer, c'est sa saga la plus connue. Et puis aussi, en fait, elle a beaucoup travaillé sur... elle a aussi écrit un truc qui s'appelle La main droite de la nuit, qui est un roman féministe où les gens peuvent changer de genre. Et elle a écrit aussi des trucs de théorie littéraire qui sont vraiment hyper foisonnants et intéressants. Et moi, c'est des textes qui ont beaucoup compté pour moi quand je les ai découverts. Donc, je pense qu'on se ressemble pas du tout physiquement. Donc, ça ne marcherait pas. Mais en tout cas, s'il y a un cerveau dans lequel j'aimerais me fondre, je pense que ce serait le sien. Ouais. Celui-ci. Et si on en étend la question aux personnages de fiction aussi, est-ce qu'il y en a que tu aimerais incarner ? Ah, un personnage de fiction que j'aimerais incarner ? Ouais. C'est pas dans la question, c'est moi qui viens de... Ce serait une héroïne de James Ellroy, qui s'appelle Kay Lake. Au départ, c'est une des protagonistes du Dahlia Noir. Et en fait, Ellroy, c'est mon auteur préféré. Et là, il vient de ressortir, enfin, il est en train d'écrire une nouvelle trilogie, un nouveau quatuor de bouquins qui racontent l'histoire de la police de Los Angeles, mais au moment de la Seconde Guerre mondiale, donc un peu avant le Dahlia Noir, etc. Et Kay Lake, qui était un personnage vraiment secondaire du Dahlia Noir, devient un personnage principal dans cette trilogie-là. Et en fait, c'est un personnage de cinglé, de ouf. Elle est trop bien. Dans le Dahlia Noir, on a l'impression que c'est une meuf un peu naïve, etc. C'est un peu cet archétype de la fille qu'on va sauver, enfin que le hardball détective va sauver et tout. Et en fait, dans la trilogie qui est en cours là, c'est une espèce d'infiltré communiste. Elle est brillante d'intelligence, etc. Et en même temps, c'est un personnage très ambigu. Enfin, elle est incroyable. Ok, d'accord. Voilà. Donc j'ai une passion pour cette meuf. J'ai jamais lu de James Ellroy. Faudrait que je... Et il faut un jour, si t'as envie. Faudrait que je... je pense qu'en plus, ça pourrait bien me plaire, parce qu'en général, j'aime bien... Te connaissant, je pense, J'aime quand même beaucoup la littérature américaine. Et notamment dans les trucs récemment que j'ai pu lire qui m'ont le plus marqué, il y a Pimp de Iceberg Slim. Je vois, American Desperado, donc l'histoire du cocaine cowboy, donc le mec, voilà. Et puis après, je suis aussi très fan de Bukowski et de ce genre de choses. Donc, donc je pense que je pense que James Ellroy Après, il y a deux. Enfin, le podcast c'est pas sur James Ellroy. Il faut me couper parce que vraiment, je pourrais parler de ça pendant longtemps. Mais il y a vraiment deux James Ellroy et moi, celui que je préfère, c'est celui à partir de American Tabloid, etc. Donc c'est vraiment c'est moins le James Ellroy des enquêtes policières pures et c'est plus le James Ellroy de l'histoire américaine, quoi, et de cette espèce de contre-histoire un peu scandaleuse des États-Unis. Pareil, je pense que ça me plairait bien. Et stylistiquement, c'est pas du tout le même en plus. Donc franchement. Ça marche. Je pense que je t'enverrai un message pour que tu me fasses un petit top. Avec un grand plaisir. Parce que, pareil, je sais pas si t'as lu Hollywood Babylon. De Kenneth Anger et tout ça. Je l'ai pas lu en entier, mais j'en ai lu des extraits. Enfin, c'est un bouquin dont on parle beaucoup en licence de cinéma en général, parce que voilà, c'est un peu sulfureux, Hollywood, sulfureux et tout. Puis il y a tous les scandales autour des acteurs et tout. Mais justement, chez Ellroy, il y a beaucoup ça. Mais dans les premiers, en fait, dans ceux d'avant. Dans le Dahlia Noir, pas tellement Lune sanglante, mais dans White Jazz, etc. Il y a beaucoup ça, ça te plairait, je pense. Je vais un peu diguer. As-tu l'impression d'avoir une carapace ? Oui. Mais moi, j'ai pas une carapace, j'ai une armure en fer forgé. Il y a 15 couches. Il y a 15 couches. C'est un truc sur lequel je travaille, mais la carapace est intacte, le cœur est accidenté, nous dirait Booba. Oui, je suis un fourgon blindé, je pense.
Pourquoi, je sais pas trop. Mais pendant très longtemps, c'est un truc dont j'avais pas tellement conscience. Enfin, en fait, j'avais l'impression que y avait pas de problème. J'étais une espèce de rock très solide, etc. Et d'ailleurs, c'était quelque chose que mes proches et mes amis IE en général disaient beaucoup de moi. Que voilà, j'étais très fiable, très solide, un peu inébranlable dans la marée, etc. Donc, moi, c'était plutôt quelque chose dont j'étais convaincue. Et en fait, ça fait aussi que les moments de crise sont des moments très violents, en général, parce que, bah voilà, quand je m'effondre, quoi. Comme plein de gens, je pense. Et puis là, récemment, je me suis trouvée un peu poussée dans mes retranchements psychologiques. Et ça a été vachement difficile pour moi de me rendre compte, de l'accepter et de demander de l'aide aussi. Et je me suis un peu fritée avec des amis proches aussi. Parce que, en fait, elles tendaient des mains que je voyais pas. Et quand on me disait que j'allais pas bien, qu'on essayait de me le faire comprendre, je repoussais très fort. Donc ça a été parfois un peu violent pour elles, je pense. Mais donc, oui, je suis surblindée. Maintenant, ça va un peu mieux, je pense. Je commence à accepter que demander de l'aide ou qu'on puisse prendre soin de moi ou avoir envie de prendre soin de moi n'est pas une faiblesse. Mais c'est long encore. C'est très, très long. Et j'en parlais avec une amie que nous avons en commun, du coup, avec Camille, il n'y a pas très longtemps, où elle me parlait de quelqu'un qui prend très soin d'elle en ce moment. Et donc elle me parlait de la personne et tout. Et je disais, je sais pas comment tu fais, moi ça m'angoisserait, quoi. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui t'angoisserait, le soin, enfin genre l'attention. Le fait que quelqu'un prenne soin. Elle m'a dit, meuf, il y a un truc à travailler là. Parce que vraiment, et en le disant, en l'écrivant, j'étais là. Oh waouh, ah ouais, d'accord, t'es à ce point défiante, quoi. Effectivement, ouais. Quel est le pire surnom que l'on t'ait donné ? Bah, je pense Momo, hein. Vraiment, c'est... Momo, ok. Parce que, bon, ça avait vraiment un côté... Enfin, à la fois, je comprends pourquoi ça vient aux gens. C'est dans mon prénom, rapide, etc. C'est rapide, c'est efficace. C'est un pseudo enfin pas un pseudo mais un surnom que tout le monde a pu avoir, enfin tous les gens dont le prénom commence par un mot, et en même temps je pense que c'était moins le surnom en lui-même que les gens qui m'appelaient comme ça, qui étaient mes cousins, etc. Et j'aimais pas tellement qu'ils m'appellent Momo et pas Maury et pas par mon prénom. D'autant que j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de cousins et peu, voire pas de cousines. Donc j'étais un peu la seule meuf. Et voilà, ça m'a un peu saoulée. Toi, c'était quoi le pire surnom ? Alors, je m'appelle Jacques. Ouais. Et je suis allé en primaire et au collège peu de temps après la sortie du film Les Visiteurs. Ouais, ok. Ah oui, donc Jacouille, etc. Ah oui. Ah, quelle horreur. Ouais. Okay. Je me suis mangé du Jacouille et du Jacou le Croquant et du Jacques Chirac. Mais Jacou le Croquant, ça va parce que c'était Gaspard Ulliel. Paix à son âme. Mais Oui. Du Jacques Chirac aussi. Globalement, tous les trucs qui tournaient autour de Jacques Chirac, Jackie Chan, tout ça. Donc, ça m'a un peu... Et ce qui fait que maintenant, Jacouille, c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. Ouais, tu m'étonnes. Mais même mes amis proches, en fait, n'ont pas le droit. Ouais, c'est je crois que j'ai une ou deux amies, j'ai une amie qui a un passe-droit parce que j'ai capitulé. J'ai bien compris que elle le faisait pas, enfin chez elle c'était affectueux et que elle m'écouterait jamais quand je lui dirais non mais vraiment ça m'emmerde, donc je lui dis vas-y, toi je te le laisse, toi t'as ton passe-droit. Mais sinon même mes meilleurs potes qui m'appellent Jacouille, ça me fait pas rire. Et pourtant j'adore Les Visiteurs. À côté de ça m'a pas traumatisé sur le film. Sur le film, c'est que non mais je vois ce que tu veux dire. C'est un film que je regarde encore assez régulièrement avec des potes et on se marre. Enfin, chaque fois, je trouve ça vraiment très, très drôle. Mais par contre, on m'appelle pas Jacouille. Oui, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi. Ne me confondez pas avec cette personne. Je comprends. Mais paradoxalement, tu vois, je disais Momo, c'est un surnom que j'aimais pas, mais en t'entendant parler, il y avait des amis très proches de mes parents, dont quand j'étais gamine, on est toujours très proches d'ailleurs, qui ont vraiment été des gens importants dans mon enfance, etc. Et elle m'appelait comme ça, Momo, les deux, et c'était pas pareil quand c'était elle. Mais oui, mais ça change aussi quand c'est une personne. Puis probablement parce qu'elles y mettaient pas exactement la même intention. Ou, c'est ça, que ça renvoyait pas aux mêmes choses. Donc je comprends ça,
Alors c'est marrant, je viens de parler des Visiteurs, donc quel est le film qui te fait le plus rire? Le film qui me fait le plus rire, je pense que c'est un film de Toledano Nakash qui s'appelle Tellement proche. Ok. Donc c'est un film de ce duo de réalisateurs avant Intouchable, donc il est un peu moins connu. Et en fait, c'est un film qui qui a une histoire un peu particulière dans ma famille parce que c'est un film qu'on a découvert avec mon frère dont je suis très très proche au moment où on partait tous les deux faire nos études supérieures. Donc on quittait le bastion, la maison familiale, etc. Et c'était un peu un déchirement pour tout le monde. Et on a découvert le film à ce moment-là et c'est un film sur une famille c'est un truc classique, une famille qui s'aime, qui se déteste, etc. Et le film est truffé de répliques qui sont devenues un peu par hasard cultes chez nous. Et avec Valentin, donc mon frère, on connaît ça par cœur. Et encore aujourd'hui, on peut passer des journées entières, je pense, à communiquer qu'en réplique dessus. Ouais. Donc c'est vraiment un film, c'est un film que j'adore. Quoi. T'as dit qu'il s'appelait comment déjà ? Tellement proche. Tellement proche. C'est sorti avant ou après Tout ce qui brille ? C'est sorti avant. Ok, parce que je crois que Tout ce qui brille est aussi sorti avant Intouchable. C'est possible, il me semble, ouais. C'est possible, mais c'est pas les mêmes réals. Hein. Tout ce qui brille, c'est un film de Géraldine Nakache. Et Toledano Nakache, c'est Olivier, il s'appelle Nakache, c'est son frère. Il n'y a pas... Ouais. Non, c'est pas les mêmes. Je croyais que Tout ce qui brille, c'était... C'est la famille Nakache, mais c'est pas le même Nakache. Bon, là, je pense que... Quel titre de chanson résumerait ta vie ? Oula, T'as l'air de savoir quel type de chanson réelle. Non, je sais de quel artiste. Pas forcément. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça peut aussi venir d'un morceau composé par Josh Homme. Ça aurait pu. C'est une super question. Attends, vas-y, je réfléchis. J'ai pas un titre, mais il y a une chanson d'Higelin. Donc on est très loin de Booba. Effectivement. Dans laquelle il y a une phrase que j'aime beaucoup et c'est je comprends pas ce qu'on me reproche, ni qui je suis, ni ce que je fous là. Et c'est une phrase que j'adore, qui me touche beaucoup. Un titre de chanson. Faudra qu'on retrouve le titre du morceau, du coup. C'est Le berceau de la vie, le titre du morceau. Le berceau de la vie. Ouais. Récemment, il y a une chanson de Clara Luciani aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Je sais pas plaire et que j'avais un peu pris dans la tronche aussi. Mais tout ça n'est pas très rigolo. Toutes les réponses n'ont pas à être rigolotes. Ouais, mais j'aime pas que ce soit que des trucs comme ça, un peu prise de tête et tout. Parce que bref. Vas-y, je continue à réfléchir. Et toi, tu sais quelle chanson résumerait quel titre de chanson Alors c'est pareil, est-ce que je pars dans larmoyant ou est-ce que je pars ou est-ce que je pars dans le rigolo et c'est pareil, en fait, je m'identifie plus à des paroles qu'à un titre. Qui a un titre de chanson. Donc c'est un peu c'est un peu pareil Ah si. Vas-y. Je crois que ce serait un truc des Last Shadow Puppets. Ok. Et c'est My mistakes were made for you. Oui. J'aime bien cette phrase et je pense que ça va assez bien avec à la fois mon rapport à la vie qui a un rapport d'altruisme un peu total et de générosité très franche et en même temps on fait toujours beaucoup d'erreurs et j'aime beaucoup ça. Je vois. Et du coup ouais, allez, je vais dire First Day of My Life de Bright Eyes. Ok. Conor Oberst, qui est une superbe chanson avec une touche un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté cette chanson. Ouais, avec une touche un peu mélancolique et en même temps très très lumineuse et très. Je suis. C'est pas forcément ce que j'écoute le plus, mais je suis très fan de toute cette scène un peu folk indie américaine.
Et notamment des deux, de Elliott Smith et Connor Oberst et Bright Eyes. Et autant je trouve que, j'adore Elliott Smith, mais je trouve qu'il y a des moments, c'est vraiment trop. Ça plombe, gros. Je sais pas trop. Faut une petite harmonie qui va te permettre de. Alors, ça reste assez lumineux, mais c'est quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que je trouve que Bright Eyes, il y a toujours cette petite lumière quelque part. Donc ouais, je vais partir sur For the of My Life de Bright Eyes. As-tu un talent que tu es embarrassé d'avoir? Ben, je crois pas. Sinon, c'est pas un talent. Define talent. Genre, un talent, c'est quelque chose que tu fais bien, mais que je ne suis pas tellement fière de bien faire. Oui, enfin, tu. Bah, c'est-à-dire que je suis assez forte pour faire des problématiques et des plans. Ok. Et j'en tire pas spécialement d'orgueil. Enfin, c'est-à-dire que sortie du cadre de l'université, c'est pas très utile dans la vie, quoi. Mais ça me permet de donner des cours particuliers à des élèves. D'ailleurs, si vous avez des enfants qui passent le bac, je serais ravie de les aider à s'améliorer en dissertation de philo. Mais ouais, enfin, en fait, je pense que je fais très bien ce genre de truc d'exercice académique, très scolaire, etc. Je sais très bien faire ce qu'on attend que je fasse à un instant T, et avoir des bonnes notes à l'école, etc. Est-ce que ça m'embarrasse de ça? Je sais pas si ça m'embarrasse, mais en tout cas, ça a été beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand-chose, en fait. C'est surtout ça. Je vois, ouais. Cette maîtrise-là, j'ai un peu de mal à voir. Alors, après, c'est débile, parce que bien sûr que c'est utile pour plein de choses dans la vie, mais je me dis tout ça pour ça, quoi. Ouais. C'est toutes ces années. C'est un peu ça. J'ai même plus ce qu'il faut foutre dans une dissertation au bac, moi. Genre incapable de... Arguments, exemples et références. Donc, par exemple, le bonheur ne libère pas. Okay. Selon la thèse de machin, et tu t'expliques la thèse et après tu donnes un exemple. D'accord. Et ben c'est comme ça qu'on construit un paragraphe. D'accord, très bien. Mais tu vois, savoir ça sert à rien. Sorti de l'éducation nationale, ça ne sert à rien. Bah écoute, est-ce que ça peut pas servir à écrire des... Ah si, de ouf, voilà, tu vois. Complètement. Non mais ça sert à construire des podcasts pour Radio Campus Paris. Oui. Enfin, c'est parce que j'ai appris à faire ça qu'ensuite après c'est des bases pour penser correctement. Et quand je dis correctement, c'est méthodologiquement correctement, pas bien penser ou mal penser, mais en tout cas penser pour avoir des résultats et pour formuler des idées. Donc oui, c'est utile pour le cerveau, pour écrire, construire du texte, construire de la pensée, c'est très très utile. Mais concrètement dans la vie, dans la vie de tous les jours, c'est ce genre de truc, t'es un peu là, bon. Moi je trouve qu'un talent qui te permet de construire de la pensée quand même, c'est formidable. Ouais, peut-être. Quelle chose immature aimes-tu bien faire? Aimes-tu bien faire au sens j'aime bien faire bien ça ou j'aime faire ça? J'aime faire ça. Ah Quelle chose immature aimes-tu faire? Bah, regarder la télé. Après, c'est vrai que si ton programme, c'est les princes de l'amour et les reines du shopping, ça peut être considéré par certains comme... J'adore passer ma journée devant de la télé-réalité de merde, quoi. Okay. C'est vraiment ma passion. Et puis sinon, j'aime bien me coucher très tard. Et me réveiller à 15h, par exemple. Ok. Ce qui est un rythme de vie plutôt adolescent. Mais moi, je dirais artistique. Je sais pas, parce que je suis pas vraiment... Enfin, oui. En tout cas, c'est un rythme de vie de personne qui n'a pas d'enfant et pas de travail fixe. C'est ça. Donc, un rythme adolescent, plutôt, de personne qui n'a pas grandi dans le modèle capitaliste qu'est le nôtre. Bah, c'est ça, oui. Justement, il faut déconstruire peu. Mais ouais, me coucher très, très tard... de préférence en faisant des trucs qui servent à rien. Bien sûr. Du type me coucher à 5h30 du matin pour lire en entier une fanfiction sur Big Flo et Oli. C'est des trucs que j'ai déjà fait et je suis pas sûre que ce soit
preuve d'une grande maturité. Effectivement. disons que ça indique une façon d'organiser ses priorités. Voilà. Que certains. Et je voulais savoir si la meuf, elle allait coucher ou pas avec, je sais plus lequel des 2 frères d'ailleurs. Bon, ça devait être Rolly. Peut-être. Franchement, je sais plus. Et bien sûr, je voulais savoir ce qu'ils allaient faire. Bien sûr. Et c'était très décevant. Mais j'ai l'impression que les fanfictions, les scènes de cul de fanfiction sont souvent très, très décevantes. Ah ouais? En vrai. Alors, ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches... si tu veux un truc vraiment efficace, masturbatoire à 30 ans quand t'as compris des choses sur ta sexualité, non. Oui. Mais si tu veux un aperçu de ce qu'est la sexualité pour les très jeunes ados qui écrivent ça, à ce moment-là, c'est vraiment très très drôle. Moi, j'ai le souvenir d'une fanfiction des One Direction. Honnêtement, c'était pas un roman, c'était une nouvelle. Et vraiment, c'était délicieux à quel point ça n'avait aucun sens. Enfin, logistiquement, ce qui se passait, c'était pas possible. La meuf se faisait pilonner, la pauvre. Ça devait pas être bien du tout. Et en plus, elle se faisait pilonner en hurlant le nom du mec à chaque coup de rein. Et du coup, ça faisait une scène. J'étais là, what? Mais comment tu peux penser ça et te dire, ça doit être kiffant. Ouais. Et je me dis, c'est déprimant parce que je ne sais pas avec qui cette personne a appris là à se représenter ce que c'était que coucher avec quelqu'un, mais c'est pas ça, Choupette. Et j'espère que depuis, ça va mieux dans sa vie, même dans ses fantasmes sexuels. Quoi. On l'embrasse si elle écoute podcast. Si elle écoute. Si tu te reconnais. C'est une fanfiction en français ou Ouais, c'était en français. Bon, bah écoute, il y a des chances. Ouais, peut-être, on sait pas. Hein. Ouais. J'espère vraiment que ça va mieux maintenant. Quoi. Si tu nous écoutes. Ok. Donc, tu vois, mais les fanfictions, ça mène à tout. Tu sais qu'il existe des fanfictions de Patrick Fiori ? Non, mais ça, je suis pas surpris. Patrick Fiori, il y a des fanfictions. Kinvey, il y a des fanfictions. Oui. Le seul gars dont j'ai pas trouvé de fanfiction, c'est Denis Brognard. Ah ? Et ouais, on a cherché avec Camille, on s'est dit que du coup, on allait peut-être en écrire. Mais c'est surprenant, je pensais que... Pas de fanfiction de Denis Brognard. Alors que, franchement, une fanfiction érotique de Denis Brognard sur le tournage de Koh-Lanta... C'est ça, il y a un potentiel fantasme érotique mais bien sûr. Qui est assez... mais ça n'existe pas, c'est à faire, il y a un boulevard. Mais je crois qu'il y a même, je sais pas, il me semble que j'avais vu quelque part, je l'avais pas lu, mais j'avais vu qu'il y avait une fanfiction entre Alain Souchon et Laurent Voulzy, justement. Mais non. Donc, faut que je cherche ça. Il me semble, je dis peut-être des bêtises. Ouais, il y a moyen que ça existe. Il y a moyen. Ouais. Et en même temps, s'il n'y a pas Denis Brognard, je suis très surpris. C'est vrai il faut le faire, il faut l'écrire. Pour le coup, je suis très surpris. Un reproche que l'on te fait souvent. Un reproche que l'on me fait souvent, que je suis fermée à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'armure, etc. C'est un truc qu'on me dit assez souvent, genre on peut pas t'atteindre, quoi. Et on me reproche souvent aussi de vouloir comment dire, de vouloir un peu sauver les gens. J'ai un côté un peu Saint-Bernard. Okay, ouais. Et ce qui fait que je prends les problèmes des gens un peu à bras-le-corps et un peu personnellement et tout. Et du coup, ça peut être un peu envahissant, je pense. Ou ça a un côté meuf qui se mêle de ce qui la regarde pas, d'une certaine façon. Je pense que c'est un reproche qu'on peut me faire assez facilement. On peut aussi facilement me reprocher comment formuler ça ? De surjouer un peu. Ok. Ouais. Genre de me planquer facilement derrière mes références, ma culture, ou ce genre de trucs. Alors même que je déteste les gens qui font ça, mais je pense que je fais facilement ça quand je me sens en situation de fragilité. Donc voilà, je pense qu'on peut me reprocher ça. Et d'être un peu trop familière parfois, selon les milieux... institutionnel ou universitaire. Et dans ce qui a été longtemps mon milieu professionnel, en fait, et qui l'est toujours dans une certaine mesure, c'est vraiment un milieu très très codifié, etc. Oui. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça. Enfin, je trouve que c'est un peu ridicule. Mais je pense que des fois, c'est un peu mal pris, quoi. Oui. Donc, voilà. Et toi, on te reproche quoi ?
D'être bordélique. D'être bordélique. Ouais, mais là, je dirais que je me suis un peu amélioré, peut-être, je sais pas. J'ai arrêté de laisser mes vestes sur les chaises et maintenant je les mets sur un porte-manteau. Sur un porte-manteau. Enfin, ok. Ouais, voilà. Mais si on est à ce niveau de bordel, de laisser sa veste sur une chaise, c'est pas très grave. Hein. Oui, non, on n'est pas. Mais c'est ça, ce qu'on me fait quand même le plus souvent. Non, peut-être d'être un peu trop. Un peu pareil que toi, mais sur différents points, le côté jouer un rôle. Ouais. Je peux parfois être surjouer l'exubérance, ouais, en fait, okay. et surjouer le fait d'être en confiance, d'être bien, ce qui en général veut dire que je le suis pas du tout. Hein, bien sûr, évidemment. Classique. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est des choses qu'on me reproche. Ouais, globalement, c'est ça les choses qu'on m'a le plus, qu'on me reproche le plus. D'accord. Mais j'ai pas l'impression d'avoir j'ai jamais l'impression d'avoir d'énormes me reproches. Enfin, d'être quelqu'un à qui on reproche. Normalement, pareil, parfois, on trouve que je ne suis pas assez dans la discussion lorsqu'il s'agit de questions sur le féminisme, sur les luttes antiracistes et tout, et d'être tout de suite beaucoup trop vindicatif. Ouais. Mais parce que c'est vrai aussi que dans ma façon de parler, je peux très vite m'énerver, en fait. D'accord. Tu t'énerves facilement. Ouais, à l'oral. Ok. Je suis quelqu'un qui est absolument pas violent physiquement. Je me suis quasiment jamais battu de ma vie. Mais à l'oral, j'ai peu de self-control. Ok. Donc je pense pas très patient. Ouais, c'est ça. Okay. Donc je pense que et ça c'est quelque chose qu'on me reproche facilement. Ouais. Si tu pouvais rajouter une matière enseignée à l'école, laquelle serait-ce ? Putain, mais où je vais, partout où je vais, on me parle de l'école à un moment. Si tu veux, on peut enlever cette question. Non, pas de problème. C'est un constat que je fais qui est assez drôle. Quelle matière je rajouterais à l'école ? Probablement... Je sais pas si je rajouterais un truc parce qu'en vrai, il y a déjà beaucoup trop de choses. En revanche... Mettons que tu peux enlever des heures de PS ou de mathématiques. En tout cas, je pense que j'essaierai de changer la façon dont on enseigne la littérature. Ok. Et l'histoire aussi, je pense. Histoire, géographie, en fait, la façon dont on envisage un peu toutes les humanités. Ouais. J'essaierai de redonner aux gosses pas l'envie ou l'amour de lire, mais en tout cas de leur montrer en quoi c'est utile et en quoi ça peut changer des choses chez eux, en fait. Parce que je pense qu'on a une façon d'enseigner ça, et en plus, je dis ça vraiment sans aucun reproche pour tous les profs. C'est pas la faute des profs, c'est la faute de Jean-Michel Blanquer. Bien sûr. Et de ceux qui sont venus avant lui. Et de tous ceux qui sont venus avant lui. J'aime pas tellement le beluga le beluga de l'éducation nationale, mais... Oui, non, c'est... Mais il y a quelques fossoyeurs qui sont passés avant lui. C'est ça, exactement. On a vraiment... Il y a cet apprentissage de la littérature en général, qui est un apprentissage du panthéon littéraire, en fait, et pas tellement de ce que fait la littérature au corps, à l'esprit et tout. Et on apprend aussi... c'est complètement déconnecté, en fait, cet apprentissage, déconnecté de qui sont les gens, de leurs problématiques, de ce qui intéresse les ados à différentes périodes de leur vie, et même plus tard, hein, les adultes que j'ai en cours à la fac, etc. Ils ne comprennent pas l'intérêt qu'il peut y avoir à lire. Et je pense que c'est parce qu'on a fait de la littérature et de la lecture en général quelque chose de beaucoup trop élitiste, alors que ça devrait... il faut descendre d'un étage, quoi. Bien sûr. Et se mettre à hauteur de ce que veulent les gens. Ça reste le meilleur outil qui soit pour développer son esprit critique. Alors le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, un vrai outil, quoi. Et surtout, ça apprend ça apprend à se projeter ailleurs, quoi. Oui, c'est ça. Et à se projeter aussi dans la peau d'autres personnes. Et
ça apprend l'altruisme, ça apprend la tolérance, ça apprend l'ouverture. Enfin, je déteste ce mot, mais ça apprend l'ouverture, ça apprend qu'on n'est pas seul sur Terre, en fait, et qu'il y a d'autres individualités que les nôtres, et c'est important, je pense. C'est comme ça qu'on commence à penser, à mon avis. Bah oui, totalement, je sais. Donc pas une nouvelle matière, mais en tout cas changer un peu le regard sur une nouvelle façon de ce serait vraiment cool d'aborder la littérature à l'école. Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies mangée par politesse? J'en sais rien du tout. La chose la plus bizarre que j'ai mangée par politesse. Toi, c'est quoi la chose la plus bizarre que tu as mangée par politesse? Ah putain, je sais pas si je peux le dire ici. Oh, je pensais pas que ce serait gênant. C'était un plat à base de choux, de pruneaux et de lard. Sauf que la recette avait pas été très bien réussie. Et vraiment, c'était dégueulasse. Ouais, moi j'avais vraiment eu du mal à terminer l'assiette. À terminer l'assiette. Donc ouais, je crois que c'est ça le truc. Mais c'est plus parce que c'était malheureusement raté, ce qui arrive en cuisine, que parce que c'était bizarre. C'est ça. Genre, tu t'es pas retrouvé à manger des yeux de quelque chose. Et après, j'ai mangé des trucs bizarres, mais c'était pas par politesse. C'était plus par. C'était complètement consenti. C'était ça. Non, mais j'ai déjà tapé des Oreos au Roquefort à un retour de Hellfest. Ah oui, voilà. Mais bien sûr. Mais c'était un retour de Hellfest. Mais c'est parce que c'était un retour de Hellfest. Voilà. Donc, ouais, non, j'ai rien bouffé de. Ouais, c'est bon. Enfin, quand t'as un retour de Hellfest, ça passe. Hein. En vrai, quand on est à ce point de comment dire, de marche arrière dans ton humanité, que t'en es à pouvoir oublier ce que c'est qu'un vrai repas, les Oreos Roquefort, c'est goûtu. Ça excite les papilles. C'est un petit goût de reviens-y. Franchement, je ne sais pas répondre à cette question. Je pensais pas que je sécherais sur une question comme ça. Oui, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus personnel, de plus intime. Mais j'ai vraiment pas trop d'idées. Ça arrive. Ouais, non, franchement, Joker sur celle-ci, très bien. Alors, c'est l'antépénultième question déjà. Si tu pouvais hacker l'ordinateur d'une personne connue, de qui serait-ce? Probablement l'ordinateur de genre de gens un peu beaucoup puissants. Ouais. Genre ou des politiciens ou des industriels ou des trucs comme ça. J'aimerais bien savoir. Jeff Bezos. Ouais. Ça m'intéresserait assez de savoir ce qu'il y a sur son ordinateur et dans son historique internet. Mais après, je me demande, est-ce que ces gens-là ont des ordinateurs? Est-ce que ces gens-là n'ont pas des gens payés pour avoir un ordinateur pour eux? Je sais pas. Peut-être. Mais du coup, je pourrais fouiller dans les ordinateurs des gens qui sont payés pour avoir des ordinateurs. Oui. Ce serait étonnant qu'ils aient pas d'ordinateur, non? Après, je sais pas, parce que la dernière fois, j'ai vu un reportage à la télé. C'était sur les enfants, la scolarisation des enfants des ingénieurs qui bossent chez Google et tout ça. Dans Silicon Valley. Ouais. Et en fait, ils sont tous dans des écoles où il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est un délire total. Il n'y en a pas un qui approche d'une tablette. Ouais, vraiment. Et genre, ils font des trucs, ils jouent à 1, 2, 3 soleils pour apprendre à lire, etc. Enfin, c'est Montessori niveau plus. Ouais. C'était vachement intéressant. Ils mettaient ça en rapport avec les écoles publiques, notamment aux États-Unis, où genre maintenant tout passe par les écrans, etc. Et il y avait des psys qui parlaient du désastre que ça peut être cognitivement, en fait. Et même, je vois là... j'interviens un peu dans des classes de 6e, 4e, etc. pour parler, enfin en collège quoi, pour parler de cinéma et un programme de film avec les profs et tout. Mm-hmm. Et genre toutes les salles sont équipées d'ordinateurs, tout se fait sur écran quoi. Ouais. Et enfin en tout cas il y a possibilité de tout faire sur écran. Ils ont même des stylos
tu sais, genre des espèces de Velleda numériques, là. Et je sais pas trop quoi faire de cette donnée, quoi. Ouais. Je suis un peu... Et du coup, je me demande à partir de quel âge ils commencent à ne prendre leurs notes que sur ordi et tout, parce que mes étudiants, ils sont très peu à écrire à la main, en fait. Ce que je comprends, enfin, je veux dire, ça va tellement vite et il y a tellement de trucs. Moi, la première, on tape plus vite qu'on écrit à la main, donc... moi, c'est sans commune mesure. Moi, j'écris plus vite à la main. T'écris plus vite, ouais. Mais déjà, toutes mes études, je les ai faites au cahier. Ouais. Mais déjà, j'étais un des derniers à pas avoir d'ordinateur en cours. Et ça fait déjà, sauf ton respect, quelques années, tu vois. Ah, c'est ça, oui. Ça fait déjà 4-5 ans que j'ai fini mes études. Donc, moi, j'ai commencé à tout taper à l'ordinateur, je pense, quand j'étais en master. Ouais. Et il y avait encore des trucs, j'ai encore des notes écrites de master et tout comme ça. Quand j'étais en thèse, je prenais pas et que j'allais à des colloques ou des trucs comme ça, je prenais pas mes notes sur ordi. Je prenais mes notes sur papier. Mais quoi qu'en licence, j'avais déjà un ordi portable, il y avait déjà des trucs que je tapais. Ouais. Ça dépendait des cours, en fait. Mais là, je vois, moi, je fais cours à un mur d'ordi, quasiment. Ouais. Donc, et si c'est pas l'ordi, c'est le portable, de toute façon. Ah, il y en a qui tapent le cours sur leur portable. Alors, ça arrive que j'ai des étudiants qui prennent leur cours sur le téléphone, ce qui est assez déstabilisant, parce que tu sais pas trop si... Mais bon, quand ils tapent sur leur ordinateur, tu sais pas non plus ce qu'ils tapent. Oui. Moi, je me balade beaucoup dans les rangs, donc en vrai, j'ai un œil quand même, je vois s'ils sont sur WhatsApp ou s'ils sont sur mon cours. Et je les laisse faire, ils sont adultes, ils se démerdent. Je suis pas leur mère. Mais bon, l'attention est quand même vraiment diffractée, quoi. C'est un mal, c'est un bien, je sais pas, mais en tout cas, c'est un fait. Quand t'es adulte, tu choisis de faire ça très bien. Quand t'es un enfant ou un ado, ça pose d'autres questions. C'est ça. Et je trouve que le fait que les gens qui sont le plus haut placés en bossant sur ce genre de choses disent non, mais nous, ils approchent pas un écran, tu te demandes jusqu'à quel point, en fait, ils cachent pas des enquêtes et ils ont pas caché parce qu'ils ont les moyens ils ont les moyens. Dit comme ça, on dirait qu'ils ont les moyens d'envoyer des serial killers, des tueurs à gages mais ils ont les moyens de payer des gens pour pas sortir des informations. Ils sont probablement au courant des effets néfastes cognitivement que ça peut avoir, en fait. En tout cas, ils sont assez près de ces enjeux-là, concrètement, pour en évaluer les conséquences mieux que nous, quoi. Et du coup, ça pose vraiment question, quoi, sur l'impact que ça peut avoir. Je sais plus du tout quelle était la question. C'est exactement. J'allais te poser. Tu te souviens de la question de base? C'était, tu peux hacker l'ordinateur d'une personne célèbre. Oui. C'est pour ça qu'on parlait d'ordi. Ouais. D'accord, donc plutôt un gros industriel ou un politicien. Ça m'intéresserait assez, même de savoir quel porno il regarde, tu vois. Ouais. Leur historique. Moi, je suis pas sûr. Je me réveille pas le matin en me disant quel porno regarde Jeff Bezos. Ouais, mais je pense que ça m'intéresserait de savoir. Je pense que ces gens-là ont des. En fait, je pense que c'est un niveau de. C'est des gens qui arrivent à un tel niveau de déconnexion de l'humanité que ça doit être très bizarre, en fait. Je sais pas, parce que effectivement t'es complètement déconnecté et genre t'es une telle incarnation du patriarcat capitaliste, etc., que tu as l'impression que tout peut être chose sexuelle dans tout contexte et donc tu vas très très loin, ou alors tu as les fantasmes de tout le monde, quoi. Et j'aimerais bien savoir ça. Ok. Et c'est hyper bizarre de dire ça, je m'en rends compte, mais voilà. Quelle est la fois où tu as eu le plus de chance dans ta vie? Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Une fois, avec une copine, on a eu vraiment beaucoup de chance. On partait en concert, on allait voir les Eagles of Death Metal à Bruxelles. Ok. Et en fait, on est sorti du métro et on a croisé Jesse Hughes, parce qu'on n'était pas loin de la salle. Et du coup, on lui a couru après et on lui a parlé et tout ça. C'était vraiment une chance de ouf. Il y a aussi eu la fois où j'ai Il était sympa. Il était trop sympa. Malgré son côté républicain. Non, franchement, il était très cool. En plus, on venait d'acheter des vinyles des Queens of the Stone Age. Okay. Du coup, il était content et tout. Enfin, il a dit que c'était bien. Il y a eu... Et puis après, il y a eu, là, récemment,
En fait, un de mes meilleurs potes de la fac, il sort avec une éditrice jeunesse. Et c'est une espèce de concours de circonstances parce que du coup, j'ai pu lui faire lire ce que je faisais et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer et rentrer en contact avec d'autres gens de ce milieu-là. Et c'est un peu de la chance parce que s'il n'avait pas rencontré cette meuf sur cette appli, tu vois, jamais j'aurais eu cette porte d'entrée. Mais là, récemment, c'est le truc qui me vient. Ok, oui, bah, effectivement. Ouais, c'est un chouette coup de pouce de l'humanité, quoi. Après, on verra ce que j'en fais, mais en tout cas, c'est une porte qui s'est ouverte et j'ai pu mettre le pied dans la porte, quoi. Et donc ça, c'est stylé parce que je pensais vraiment que ça resterait inaccessible toute ma vie. Je comprends. Et la dernière, acceptes-tu facilement les compliments ? Non. Pardon, j'ai rigolé très fort. Allez hop. Au revoir, bonne soirée. Pas du tout, non. Mais ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, le fourgon blindé, blabla et tout ça. En fait, moi, je trouve toujours que les compliments sont suspects. Ouais. Et ça me fait toujours un effet très très bizarre. Je complimente beaucoup. Que ce soit mes proches, mes amis, etc. J'ai pas du tout de mal à formuler l'admiration que je peux avoir pour les gens. J'ai une pratique pédagogique qui est aussi basée sur le soutien et la valorisation, etc. Donc, je dis beaucoup à mes étudiants, à mes élèves, c'est super ce que t'as fait, t'es dans la bonne direction, et blablabla, et blablabla. Mais moi, qu'on me complimente, je trouve ça vraiment très, très bizarre. Et j'ai toujours envie de dire non, pas du tout et tout. Et ce qui fait que... on est dans on tombe dans un espèce de truc de surperformance du coup parce que on refuse la reconnaissance et en même temps on la cherche. Ouais. Enfin, c'est un espèce de cercle vicieux absolument horrible et toxique. Donc j'essaye d'avancer là-dessus aussi et surtout parce que je pense que plus ça va, plus je suis entourée de gens en qui j'ai confiance et du coup je fais confiance à leur jugement et j'ai confiance en leurs compliments, etc. Et j'arrive à les accepter. Mais c'est pas facile pour eux, je pense. Ouais. Et toi, t'acceptes beaucoup facilement les compliments ? Ça dépend lesquels. Ça dépend comment ils sont dits, en fait. Mais j'ai un peu le même problème que toi. En fait, je sais pas répondre aux compliments. Ouais, c'est très juste ça. En fait, quand on fait un compliment, je suis toujours là, genre, ok, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? C'est ça, et moi je suis merci. Ouais. Et en même temps, merci, c'est trop faible parfois. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça, en fait. Je pense que oui, je les accepte facilement, mais je sais pas y répondre, en fait. Je sais pas. Enfin, je sais pas. C'est là où j'ai une faiblesse, en tout cas, c'est sur le fait de répondre quand on me fait un compliment. Et c'est en même temps, le compliment appelle pas de réponse, tu vois. Enfin, le compliment est gratuit. Enfin, bien sûr. Et du coup, on devrait juste être capable de prendre, en fait. C'est ça. Mais c'est hyper déstabilisant. Ouais. Je suis d'accord. Et même les compliments, tu vois, professionnels ou des trucs comme ça, j'ai toujours une espèce de doute et en fait, ça me fait un peu peur parce que c'est comme si à un moment, il y avait pas à prouver quelque chose, alors que moi, j'ai un peu toujours tendance à vouloir prouver que je sais faire, etc. Enfin, donc. Ça veut dire qu'il faut lâcher, en fait. Enfin, le compliment, il faut le prendre juste pour ce qu'il est. Et du coup, je trouve que ça lui donne moins d'importance, tout ça aussi. Donc, c'est vrai, non, c'est. Mais ça va avec ce qu'on disait aussi, tu vois, tout à l'heure sur l'affection, sur le soin, genre. Oui, totalement, ouais. Qui dit compliment dit soin aussi, parce qu'on fait des compliments aux gens dont on veut prendre soin en général. Bien sûr, ouais. En tout cas, les vrais compliments, pas les trucs, les compliments qui trahissent de l'envie ou des trucs comme ça. Les vrais compliments sont gratuits, c'est juste de l'amour que t'envoies aux gens, quoi, ou de l'affection et moi, j'ai vachement de mal à recevoir ça, quoi. Et je me suis rendu compte aussi ça dépend de sur quelle plateforme. Je donne un truc tout bête, je sais pas pourquoi. Quand j'ai lancé le podcast, quand j'ai annoncé le podcast, en fait, j'en ai parlé sur toutes mes plateformes. Donc, Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn. Et j'ai eu plein de messages sur tous.
Facebook, Instagram, Twitter, j'étais super content. Ouais. LinkedIn, ça me vénérait. Ah ouais? LinkedIn, j'étais vénère. C'est vrai? Les gens qui me disaient félicitations, je Mais pourquoi? Parce que c'était des gens que tu connaissais? Je pense que ouais, et c'est pour te dire, il y a des gens qui m'ont félicité et sur Facebook et sur LinkedIn. Ouais. Et sur Facebook, j'étais super content de leur message et leur message sur LinkedIn, ça t'énervait, ouais. Je pense que parce que LinkedIn a une représentation. En fait, on est en représentation professionnelle sur LinkedIn. Et j'en ai pas mal parlé avec ma psy, c'est que je vois pas ce podcast comme un projet professionnel. C'est effectivement, si j'arrive à le développer, si j'arrive à le faire grandir, à ce que ça devient une partie importante de ma vie, c'est cool. Et j'aspire à ça, mais ça sera jamais un projet professionnel. Ouais, voilà, je vois ce que tu veux dire. Je veux pas que ce soit un truc d'adulte. Je veux pas que ce podcast soit un truc d'adulte. Mais c'est marrant que tu parles de ta psy. Je vais pas du tout parler de ma psy, mais moi j'ai eu des conversations qui ressemblaient un peu à ça avec ma psy aussi sur le travail, notamment. On parlait des broderies et de blabla tout à l'heure, etc. Et elle me disait, je disais, ou même de l'écriture. Et je disais, c'est des trucs que j'ai envie de faire, mais j'ai du mal à dire que c'est du travail. Oui. Et elle m'a répondu, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de souffrance. Et ça m'a assise. J'étais là. On va attendre de finir cet enregistrement, mais je crois que je vais te demander le nom de ta psy parce que je crois que c'est pas impossible qu'on ait la même. C'est vrai? Est-ce qu'elle est dans le cité universitaire? Non. Non, bah peut-être que c'est la même école de pensée. Oui, peut-être que c'est. Mais c'était incroyable et genre. Je pense que de tout le travail que j'ai fait avec elle, ça a été l'apport le plus précieux, tu vois. Ouais. Je pense que c'est vraiment un moment qui a débloqué des choses dans mon rapport au travail et tout ça. Et je comprends trop ce truc je veux pas que ce soit un truc professionnel parce que, en fait, t'as envie que ça reste un truc de kiff, quoi. C'est ça. Et on apprend que le truc professionnel, c'est pas de l'envie, c'est pas de... Ouais. Et pourtant, alors j'en ai pas énormément, mais j'ai des souffrances liées à ce podcast. J'ai des passages où je considère vraiment ce que je fais comme du travail, mais c'est pas professionnel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas la vie d'adulte, c'est pas ma vie d'adulte, et c'est peut-être un truc très Peter Pan et tout, mais ce podcast n'est pas un truc d'adulte en fait. Je fais pas du développement personnel ou du pas du tout. Ouais. Donc c'est Donc voilà, il y a sur LinkedIn, j'accepte pas bien les comptes. Ouais, je comprends. C'est hyper intéressant comme je comprends. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ta participation. Tu peux maintenant, donc si tu le souhaites, toucher 3 questions. C'est le moment où je me venge. Et en choisir une, exactement. Enfin, je me venge. Merde, j'espère que j'ai pas déréglé tes trucs en... Non, je crois pas. Est-ce que je peux faire un peu comme la boule noire de Motus? Genre, je peux fouiller comme ça dans les questions? Oui, bien sûr. Et est-ce que tu pourras mettre une musique au montage? Oui. Quel est l'objet le plus ancien que tu possèdes? C'est une bonne question, ça. L'objet le plus ancien que je possède, c'est peut-être mon Perfecto, qui m'a été offert par un ami de mon père, qui date de 75. Waouh, ah oui, c'est très très vieux. Ouais, il est assez ancien, surtout pour un vêtement que je mets quand même assez régulièrement. Ouais. Donc c'est peut-être ça. J'avoue, je crois que c'est la seule veste avec laquelle je te connais. Là, je suis pas venu avec ça aujourd'hui. Ah ouais, j'ai pas fait attention. Ouais. C'est ça, en fait, c'est la seule veste à laquelle tu fais attention. À laquelle c'est possible. C'est vrai que quand je le mets, je suis un peu en représentation aussi. On va pas se mentir. En même temps, un Perfecto de 75, je comprends. Enfin, c'est une belle pièce, quoi. C'est ça. Donc ouais, je crois que c'est ça. J'ai peut-être des bouquins, mais qui sont restés chez mes parents, qui datent d'avant. J'ai peut-être des bouquins des années 60-70, parce que je suis très... je sais pas si je suis un collectionneur ou quelqu'un de très bordélique, mais j'aime beaucoup emmagasiner les choses, je crois qu'un des premiers par exemple, meubles que j'ai regardé quand j'ai emménagé, quand je savais que je vais meubler une chambre, et un des premiers trucs que j'ai regardé, c'était les bibliothèques. D'accord. Avant de regarder les penderies et tout, c'était vraiment les bibliothèques, parce que c'est-à-dire que j'ai beaucoup de livres à stocker. Donc, beaucoup plus de livres que d'habits. C'est ça. Et encore, je suis assez coquin, donc j'ai des fringues, j'en ai un bon paquet. Pas mal. J'en ai un bon paquet. Mais ouais, je pense que c'est soit le Perfecto, soit certains livres. Pas mal. Quelle remarque te fait-on souvent? Que j'ai de beaux cheveux.
En vrai, je pense que si je fais une statistique, la remarque qu'on me fait le plus souvent, c'est sur mes cheveux. Sur tes cheveux ? C'est sur mes cheveux et sur le fait qu'ils sont beaux. Ouais. Ok. Moi, je les trouve pas spécialement beaux. Je les ai pas longs si, je me trouve mieux avec les cheveux longs qu'avec les cheveux courts, sinon je les garderais pas aussi longs. Mais ouais, je pense que vraiment la remarque qu'on me fait le plus souvent, c'est ça. Et est-ce que tu penses qu'on te fait beaucoup cette remarque parce que t'es un homme avec les cheveux longs ? Possible. Ouais. Oui, c'est possible. Parce que oui, je sais pas si on fait autant les remarques, la remarque à des femmes qui ont les cheveux aussi longs que moi. Je sais pas du tout, j'ai les cheveux courts. Donc. Ouais, donc je sais pas. Ouais, ou mais oui, il y a sûrement un côté qui sort de l'ordinaire. Un peu, donc ouais, voilà, c'est ça. Très bien. C'est quoi ton shampoing ? C'est un shampoing solide, Pachamamai. Okay. C'est le neutre, c'est celui pour cheveux normaux. Et il est bien ? Ouais, vraiment, je recommande à tout. D'ailleurs, il y a très peu de marques pour qui j'accepterais de faire de la pub sur ce podcast, mais Pachamamai, c'est franchement, si vous voulez, on s'arrange, mais je suis chaud de ouf, parce que vraiment, je recommande, tous leurs produits sont vraiment chouettes. Ça se trouve dans les boutiques en vrac. Ok, d'accord. Donc c'est parce que c'est ma grande sœur qui m'avait fait découvrir ça, parce que ma grande sœur est zéro déchet. Ouais. Alors je pense qu'elle l'est un peu moins maintenant qu'elle a un enfant et que c'est un peu plus compliqué quand t'as pas que ta personne à charge d'être zéro déchet, mais du moins elle essaye de limiter ses déchets au maximum et elle le fait très sérieusement et très très bien et du coup régulièrement elle nous offrait des choses un peu en lien pour essayer de nous initier, on va dire, nous conscientiser. Nous conscientiser. Donc j'ai aussi eu des kits de couverts à emporter au bureau pour éviter de prendre des couverts en bois, des couverts jetables, ce genre de choses. Et aussi c'est grâce à elle ou à cause, je laisserai les gens décider, mais moi je dis grâce à elle que je fais plus de paquets cadeaux avec du papier, mais que je fais des papiers, mes emballages cadeaux je les fais avec des tote bags. Ok, maintenant. d'accord. Et puis des fois je laisse la personne récupérer le tote bag. La plupart du temps je le récupère parce que il fait partie de ma collection, il est joli le tote bag. Le cadeau c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas l'emballage. C'est pas l'emballage. Ok. Quelle sera la dernière des dernières... Enfin non, après il y a la question habituelle. Oh, trop mignon. Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite étant enfant ? Si, je sais. Alors, mon père fait jouer au golf. Ouais. Et du coup, je joue au golf aussi. Et je crois que je devais avoir 6-7 ans quand j'ai eu ma première série de clubs. Donc, c'est vraiment des clubs enfants, mais c'est des vrais clubs en fer, quoi. Tu vas s'en venir. Ouais. Et je me souviens, je crois que c'est au début de l'été. J'étais en primaire, c'était 7 ans, début de l'été, donc les vacances venaient de démarrer. C'était ce moment où tes parents bossent encore un peu. Après, moi, ma mère était prof, donc en général, j'étais globalement en vacances en même temps qu'elle. Elle devait surveiller un peu le bac et corriger le bac, mais voilà. Donc, et on avait fait une journée où j'avais un copain de l'école qui était venu à la maison avec sa mère, sa petite sœur. Ils étaient venus passer la journée avec la maison. On avait mangé tous ensemble, tout ça. Et c'est un copain qui, je crois, qui était un peu racontard quand même. Les Anglais disent bragging. Qui se la racontait beaucoup et qui inventait beaucoup de choses, quoi. Quoi que tu aies fait, il l'avait déjà fait. Quoi que tu aies, il l'avait en mieux. Et donc j'avais dit je fais du golf. Elle a dit moi aussi je fais du golf. Je dis ouais, ok, on va voir. Donc j'étais allé chercher un de mes clubs, on s'était mis dans le jardin avec des balles et je vois bien qu'il tape pas une balle et je m'apprête à taper à mon tour des balles et en fait il s'était pas assez reculé et il s'est mangé le golf. C'est ça, j'ai fait le mouvement et il s'est mangé il s'est mangé le club de golf en pleine poire. Oh, la vache. Je crois que ça lui a ouvert le crâne.
il me semble. Donc les pompiers qui arrivent, tout ça, ouais, c'était assez, assez violent. Donc ouais, je crois que la plus grosse bêtise que j'ai faite, elle est pas mignonne. Mais par contre, je tiens à préciser que je ne l'ai pas fait exprès. Hein. C'était pas une façon de me venger, mais je crois que ça a été, il a pas. Oui, ça a été. Ouais. Il est parti aux urgences. Ils ont dû lui mettre 2-3 points de suture, mais le lendemain, on était retourné le voir. On lui avait acheté des jouets pour se faire pardonner. Ma mère était morte de honte, évidemment. Mais voilà, et puis après, sa mère ne m'a jamais empêché de continuer à le fréquenter. Ok, vous êtes toujours potes aujourd'hui ? Pas du tout. Non. On a pris des chemins très différents au collège. En fait, dès le collège, on traînait plus du tout avec les mêmes personnes. Donc non, ça m'est arrivé de le recroiser, genre quand j'ai des potes de la ville où j'ai grandi, où habitent mes parents, qui organisent des soirées. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est jamais des gens qui m'invitent, mais des fois, je passe à côté de la maison en rentrant chez mes parents. Ils me disent: "Oh Jacques, ça fait longtemps, vas-y, viens boire un verre. Ça fait tellement longtemps. Alors, qu'est-ce que tu deviens, tu fais quoi et tout." Et du coup, à cette occasion, des fois, ça m'arrive. Tu l'as déjà revu, je l'ai déjà revu et on s'entend bien, quoi. On discute et tout. On s'entend très bien. Et je l'ai revu aussi de temps en temps parce que son père est dans le BTP. Ouais. Dans la construction, et vraiment ils habitent à 3-4 rues de chez nous, et à son tour lui il a créé son entreprise maintenant je crois il est couvreur, c'est ça. Okay. Son père et lui sont couvreurs, et du coup des fois mes parents ont des travaux à faire sur le toit de la maison et c'est lui qu'ils appellent. Et donc des fois ça m'arrive de le croiser, il vient Est-ce qu'il joue au golf ? Non. Et toi ? Ça fait longtemps que j'y ai plus joué. Ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que j'ai pas joué parce que j'ai plus le temps. Donc je joue surtout en vacances quand je vais voir mes parents en Bretagne, et j'y vais pas non plus assez souvent pour beaucoup y jouer. Après ça me plaît, et j'ai le projet d'enregistrer un épisode avec mon ancien prof de golf. Ah, trop bien. Donc voilà, mais je suis plus un joueur régulier. J'ai même plus de club chez moi, ils sont tous chez mes parents. Mais en tout cas, merci beaucoup de rien. pour ta participation, c'était un plaisir, c'était un très bel épisode. Écoute, je crois que tu es sur le podium des épisodes les plus longs. Mais ça c'est parce que je parle beaucoup. Mais c'est pas un problème, c'est plutôt l'inverse. Dernière question, est-ce que tu pourrais me dire 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire ? Une personne que tu considères comme accessible pour moi, et une personne comme plus inaccessible. Pas du tout accessible. Dans les personnes accessibles, je dirais, j'en ai 2. J'aimerais bien entendre mon frère, ce serait vraiment cool. Parce que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Enfin, comment dire ? C'est pas qu'il parle pas beaucoup, mais il parle pas beaucoup de lui. On a ça en commun tous les deux. Donc j'aimerais bien l'entendre là, dans ce genre de configuration. Et puis après j'aimerais bien entendre Camille, ce serait vraiment cool parce que c'est une amie très 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 proche, et il y a plein de choses très intéressantes et elle a toujours des choses trop cool à dire. Donc j'aimerais bien l'entendre elle. Et après dans les gens moins accessibles, à part Booba. Peut-être... On sent que tu veux pas le dire, en fait. Non, je vais essayer de me diversifier un peu, mais c'est pas facile, quoi. Il me semble que Elroy parle très bien français. Elroy, ce serait intéressant, mais en fait, le point commun qu'il y a entre Booba et Elroy, c'est que comment dire, l'interview est difficile, quoi. Ouais. Et du coup, je suis pas sûre que ce serait un cadeau pour toi en tant qu'animateur. Parce que c'est vraiment, les gars, s'ils trouvent que la question est pas intéressante, ils font pas d'efforts, quoi. C'est ça, ouais. Donc, et puis après, une gonzesse, ce serait bien, quoi. Oui. Genre, histoire de... Parce que bon, je suis une féministe qui aime trop les hommes, c'est un problème. Mais une femme, ce serait bien. Ursula, mais elle est morte. Ursula Le Guin, dont je parlais tout à l'heure. Les grandes autrices de science-fiction, comme ça. Je vais pas faire comme Thierry Ardisson, qui a son émission atroce où il interviewe des personnes décédées. Il interviewe des morts. Ah non, tu peux... Je te déconseille de faire ça. Et puis, Ursula, ce serait vraiment bien. J'aimerais vraiment... C'est quelqu'un que j'aurais vraiment aimé
connaître en vrai, quoi. Oui. Ça aurait vraiment été stylé. Ça va être voilà. Du coup. Oui. Et du coup, comme je disais en début d'émission, que j'avais une petite annonce à faire en fin d'épisode, parce que c'est le 10e épisode et c'est le premier objectif que je m'étais fixé. Donc le deuxième objectif que je me fixe, c'est d'avoir ces 10 personnes, donc les 10 personnes que je vais citer dans le podcast à un moment, et au moment où j'aurai le dernier de ces ou la dernière de ces 10 invités, et il y aura un gros changement dans Aléatoire. J'ai déjà des pistes, j'ai déjà des idées, mais je ne sais pas encore exactement ce que ce sera. Mais donc les 10 personnes que j'aimerais beaucoup recevoir dans Aléatoire sont Kazay, Denis Lavant, Rokhaya Diallo, Albert Dupontel, Jacques, le musicien, parce que Jacques rencontre. Chaque fois tu veux t'auto-interviewer. Non, mais Jacques le musicien. Camille, Walidia, Ovidie, Sofiane et Mélissa Lavo. Donc voilà, si vous entendez parler d'Aléatoire et que vous acceptez l'invitation, sachez que les prochaines innovations d'Aléatoire sont un peu entre vos mains. Sofiane Fianso ? Ouais, Sofiane Fianso. Si t'arrives à l'avoir, je viens, franchement. Si j'arrive à l'avoir, j'essaye de... Je me cache, mais j'aimerais vraiment beaucoup voir ça. Si j'arrive à l'avoir, j'essaye de le faire en public aussi. Et Kazay, ce serait ouf aussi. Kazay, ce serait mortel. Je pense que Kazay est la personne que j'ai vraiment le plus envie d'avoir. En fait, c'est compliqué parce que Camille, j'ai très 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 envie de l'avoir. Mais je sais que je la connais personnellement, donc c'est pas un énorme défi, tu vois, de l'avoir. Faut juste qu'on se trouve un moment, on se boive quelques coups, et puis c'est faisable. Kazay, c'est déjà un peu plus un défi, donc vraiment très cool, envie. Franchement, c'est... Mais donc voilà, les 10 personnes que je tiens absolument à avoir dans Aléatoire. Encore merci, Maureen, pour ta participation. Content que ça t'ait plu. On va essayer donc d'avoir toutes ces personnes que tu as demandé. Et merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté cet épisode d'Aléatoire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Twitter, avec le @aléatoire_s. Encore merci pour votre écoute et votre soutien, et je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses, ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux, ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre, et laissez-vous surprendre.